Fidèles téléspectateurs de BMT Télévision, bienvenue à tous. Bonjour, bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Dans le cadre de notre émission Économie et Société, nous allons aborder les sujets défis du développement du Congo. Comme vous le savez très bien, le budget quinquennal pour 2023-2024 est estimé à 18 milliards. Mais n'oubliez pas aussi la création des 1,2 milliard d'emplois. Là, il faut quand même le dire, hein. C'est un pari trop risqué pour Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement Judith Toulouka. Mais quand même, moi, je dois quand même le dire que c'est avoir de l'ambition. Et un pays comme la RDC, vous le savez, au regard de ressources visibles que nous avons et de ressources non visibles, on peut quand même rêver grand. Je crois que M. Alain Bolodja, qui est mon invité d'aujourd'hui, va essayer quand même de répondre par rapport à notre thème que nous allons aborder aujourd'hui. Bienvenue à vous, M. Alain Bolodja. Merci, madame. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci également à vous d'avoir répondu à notre invitation. Je venais tantôt de les dire que c'est un grand défi, un pari risqué pour Félix-Antoine Tshisekedi et le gouvernement Judith Toulouka par rapport au budget quinquennal. Bon, peut-être je vais vous surprendre. Je considère que c'est une vision minimaliste. C'est une vision minimaliste, tout simplement parce qu'on n'a pas su faire rêver le Congolais, on n'a pas su être porteur d'une grande vision. Et on présente deux projets, fort malheureusement platoniques. Si je le dis, ce n'est pas par le fait que les Congos ne peuvent pas avoir un budget pluriannuel de 92 milliards. Le Congo peut avoir un budget pour 5 ans de plus de 200 milliards de dollars. Mais avec qui? Dans le budget quinquennal, c'est 92 milliards de dollars. 92 milliards, mais fort malheureusement, il y a beaucoup de pesanteurs, il y a beaucoup de contraintes. Il nous sera très difficile d'atteindre cet objectif, pas parce que le Congo n'a pas la capacité de le faire, mais justement parce que les gens qui ont la responsabilité de le faire n'ont pas bien joué sur le conditionnalité première en vue d'espérer atteindre les objectifs. Même d'après ce que je viens de dire par rapport aux ressources que nous avons qui est visible et non visible, on ne peut pas se permettre de rêver grand. Non, on n'a pas rêvé grand. On n'a pas rêvé grand. Comme je l'ai dit, c'est une vision... On ne peut pas se permettre. Non, nous avons le droit, c'est légitime de rêver grand. Mais fort malheureusement, ceux qui sont en train de nous faire rêver, non seulement qu'ils ont une vision minimaliste, mais constitue un obstacle pour que nous arrivions effectivement à atteindre cette petite vision qui est la leur. Alors, le plus grand souci que nous devons savoir, c'est que nous ne pouvons pas nous développer en autarcie. Nous devons nous ouvrir au reste du monde. Et le monde exige de nous une certaine sérieuxité dans ce que nous faisons. Parce que pour que nous arrivions effectivement à contourner le point de blocage, nous devons mobiliser des ressources extérieures conséquentes, en même de nous aider à nous affranchir de notre situation de pauvreté. Et pour que nous arrivions, nous devons investir essentiellement sur la crédibilité. C'est-à-dire qu'on doit arriver à crédibiliser nos institutions, on doit arriver à donner une autre image de nous à l'extérieur, et pour que nous arrivions effectivement à attirer les investisseurs. Oui, mais c'est le travail déjà accompli par le gouvernement Samalou Kondé, vous vous rappelez encore? Je ne pense pas. Sauf peut-être si nous voulons faire du cosmétique, nous allons nous rendre compte qu'il y a un grand travail qui n'a pas été fait, et naturellement, ça a une incidence sur le reste. Je vous prends juste des cas. J'ai suivi la chargée des affaires étrangères, des affaires extérieures, c'est ce que je voulais dire, de la Belgique. Elle a été suffisamment claire. Elle a dit que la Belgique continuait à nous accompagner dans notre projet de développement, que la Belgique était prête à nous aider à briser le point de blocage qu'il y a au niveau de l'Union européenne, que l'Union européenne attendait de nous certaines réformes, surtout en matière de la justice, parce que un pays réputé corrompu, corrupteur, ne peut pas attirer les investisseurs étrangers. Parmi les éléments qu'elle attend de nous en termes de réforme, c'est aussi réformer la justice, parce que la justice... Là, c'est la ministre des Affaires extérieures de la Belgique. Exactement. La justice, c'est un élément
c'est une sorte d'incitatif, un élément qui attire les investisseurs, parce que là où il y a la justice, on sait que lorsqu'on investit, on est sécurisé par le système, on est sécurisé par la justice. Fort malheureusement, là où la justice bat de l'aile, là où la justice apparaît corrompue, où il n'y a pas une bonne justice, les gens ne viennent pas. Un autre élément, c'est par rapport à l'énergie. C'est-à-dire qu'on devait mettre l'accent sur l'énergie, parce que plus il y a l'énergie, plus ça attire les industries, et naturellement, ça joue en notre faveur. Un autre élément, c'est la qualité de la sécurité sociale. Comment gérons-nous la population? Comment gérons-nous le dossier lié à la prise en charge, à la rémunération des agents? Parce que là aussi, ça dénote le niveau de l'éducation. Un autre élément, c'est comment nous organisons notre système d'assurance. Mais est-ce que sommes-nous déjà dans les voies de développement que vous nous étalez là? Pas encore, hein? Parce qu'il y a un tas de questions quand même, les questions que je vous ai réservées. On devait aller mollo justement pour ça. Alors, la Première ministre, on l'a vu à l'Assemblée nationale, elle a présenté son programme et ça a été applaudi également par les députés. Mais pour vous, quels sont, en dehors de voies tracées par elle, les grands défis pour le développement du pays? Oui, comme je le disais tantôt, le plus grand défi pour l'État actuellement, c'est la crédibilité des institutions. On doit arriver à crédibiliser les institutions parce que cela est une conditionnalité première pour que nous soyons fréquentables. Okay. Et puis deuxièmement, on doit insister sur la justice, comme je viens de le dire. On doit insister sur la qualité de l'électricité, l'énergie. On doit insister sur la qualité de l'assurance. Ce sont des conditionnalités qui nous sont, qui sont attendues de nous par ceux qui ont l'intention de venir investir chez nous. Deuxièmement, nous devons avoir un programme cohérent. Voyez-vous, un programme cohérent passe inéluctablement par la prise en compte des réalités, mais aussi l'exigence en termes de gestion. Je prends le cas de ces fameux programmes qui est vanté, qui a été applaudi par les députés, bien que je ne suis pas convaincu de la qualité de ces documents. Vous allez vous rendre compte que, madame, ce serait fixer des objectifs, et ces objectifs ont comme pilier les 6 axes de M. Félix Tshisekedi. Lorsqu'on dit la création d'emplois, et en même temps on dit la diversification de l'économie, c'est pratiquement, on dit pratiquement la même chose, mais peut-être que la personne qui avait émis cette idée ne savait pas que dans la programmation, nous avons les objectifs généraux, les objectifs opérationnels, les objectifs spécifiques. Et il a confondu un objectif opérationnel à un objectif général. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir création d'emplois comme axe dès lors qu'il y a un autre point qui insiste sur la diversification de l'économie. Lorsqu'on insiste sur la diversification de l'économie, naturellement, leur création d'emplois ne sera que conséquence. Okay. Voyez-vous? Donc, il y a déjà un problème de fixation des objectifs, il y a un problème de programmation, parce que cela doit se faire de manière séquentielle. En réalité, dans un programme, on doit trouver les actions à mener à très court terme. Et cela répond aux exigences court-termistes en termes de réalisation. C'est-à-dire que nous sommes en phase de fait, nous sommes en phase d'une situation qui demande à ce que nous les résolvions de manière rapide. Deuxième niveau, le programme doit aussi insister sur les actions à moyen terme. Là, on est entre 1 année et 4 ans. Je dirais même 5 ans. Et puis, deuxièmement, dans la gouvernance, on doit aussi projeter au-delà du mandat. Et apparemment, il y a eu beaucoup de difficultés dans la conception et naturellement, vous allez vous rendre compte qu'on n'arrivera pas à atteindre ces objectifs justement parce qu'il y a un problème de programmation. La création d'emplois, on n'arrivera même pas à l'atteindre. D'accord. Non, alors... on peut créer des emplois, mais on n'arrivera pas à atteindre le nombre tel que fixé. Parce que, connaissant les réalités de notre pays, il nous sera difficile de mobiliser en interne de moyens pour investir et créer des emplois. Donc nous devons compter sur l'extérieur et fort malheureusement, l'extérieur impose des conditionnalités pour que nous arrivions.
il y a beaucoup de projets qui vont se constituer en obstacle. Je prends l'exemple, si nous voulons effectivement attirer, nous avons certains pays, des partenaires traditionnels qui nous accompagnent. Vous avez la Belgique. La Belgique conditionne la venue de ces investisseurs par rapport à ces réalités. C'est la même réalité avec la France, bien que la France a eu à gagner certains marchés dans le domaine de gestion de ports, des aéroports, l'exploitation de pétrole. Oui, mais ces secteurs-là n'ont pas une forte capacité génératrice d'emploi. Vous avez l'Allemagne. L'Allemagne a un problème avec le gouvernement congolais parce qu'il y a un projet une entreprise Hitch Congo, si je ne m'abuse pas, une entreprise allemande qui avait gagné le marché chez nous pour produire le plaque d'immatriculation de véhicules et comment on l'appelle, le carte rose de véhicules. Fort malheureusement, le gouvernement n'a pas respecté sa part du contrat. Et ça fait que ça nous conduit pratiquement vers la justice. Dès lors que ces problèmes ne seront pas décantés, les autres investisseurs ne viendront pas. C'est-à-dire que vous comprenez qu'il y a des exigences, il y a des choses que nous devons faire pour assainir le climat des affaires et rendre attractif l'espace économique congolais. Ce qui n'a pas été fait jusque-là. Alors, le fait seulement qu'elle vient d'entrer et qu'elle a trouvé autant de défis, elle doit balayer la cour pendant les 6 mois pour arriver effectivement à attirer d'autres investisseurs. Et je ne pense pas qu'elle sera en mesure de le faire. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes. Non, il y a beaucoup de contraintes, il y a beaucoup de blocages. Et le plus grand problème, c'est d'abord au niveau de sa famille politique. Elle sera plus combattue par le membre de sa famille que nous. Mais comment est-ce qu'elle devrait normalement répartir les 90 milliards de dollars? Bon, de manière linéaire, ça fait pratiquement 18 milliards 400 millions l'an. De manière linéaire. Ouais. Mais ça peut être aussi de manière progressive parce que la première année, elle ne sera pas en mesure de mobiliser 18 milliards, d'autant plus qu'elle est arrivée 6 mois pratiquement après le début de l'exécution du budget. Le budget a commencé à être exécuté depuis le 1er janvier, avant minuit en fait. Depuis le 1er janvier à 0 heure, 1 seconde. Et naturellement, elle n'a pas su imprimer sa marque pendant les 6 premiers mois. Et donc, il ne lui reste que les 6 autres mois. Et jusque-là, le gouvernement n'a pas encore donné à ses ministres la feuille de route pour arriver à essayer de réformer tant soit peu de choses pour qu'elle puisse arriver à corriger les imperfections de la gouvernance passée. Sans oublier qu'il y a déjà des contraintes en termes de budget, parce que nous ne sommes pas arrivés à mobiliser les 16 milliards, et je ne pense pas qu'elle sera en mesure de mobiliser 18 milliards. D'accord. Alors, comment développer les secteurs productifs et quel est le rôle de la jeunesse? Quel rôle plutôt la jeunesse devrait-elle jouer pour ces faire? Ah, là, maintenant, c'est la plus belle question parce qu'elle est loin d'être politicienne. Nous devons savoir que dans l'économie, nous avons 3 niveaux, 3 secteurs que nous visons. Il y a le secteur productif, le secteur à l'appui à la production et le secteur social. Ce sont les 3 axes, si je peux le dire, dans le secteur de développement. Alors, pour que nous arrivions à résoudre la question sociale, on doit impérativement produire. Parce qu'on ne peut pas parler développement sans parler croissance économique. Et pour atteindre la croissance économique, on doit produire. Et pour produire, il faut investir. Nous devons investir, nous devons avoir des capitaux, nous devons avoir une main-d'œuvre qualifiée, nous devons avoir la technologie pour que nous arrivions effectivement à maximiser notre profitabilité par rapport à la question de développement. Alors, pour que cela se fasse en osmose avec les autres secteurs, on doit impérativement systématiser l'économie. C'est-à-dire que le plus grand défi, d'abord de la production, c'est arriver à systématiser. Systématiser, qu'est-ce que ça dit? C'est-à-dire que nous devons mettre en place un système fonctionnel de tous les intervenants dans le secteur productif.
Quels sont ces secteurs? Nous avons le secteur agricole, nous avons le secteur pêche et élevage, et nous avons deux ministères qui ont été créés. On a scindé les ministères en deux, et j'étais parmi ceux qui ont conçu la création du ministère de pêche et élevage, parce que nous avons constaté que ce sont deux grands ministères qui semblaient être confondus au ministère de l'Agriculture. Vous étiez parmi? J'étais parmi les chargés d'études qui ont conçu l'organigramme, l'organisation, et même qui ont présenté le draft du plan de relance dans le secteur de la pêche et de l'élevage. Mais des suivis comme ça se passe toujours à Kin, vous n'avez pas fait des suivis? Non, non, mais j'avais une mission spécifique. Dès qu'on a fini le travail, on était obligé de quitter. Et j'ai participé aussi à la conception du plan national d'investissement agricole, PINIA. J'ai participé pour le compte de l'Équateur. J'étais le consultant du gouvernement provincial à cette époque. Et donc, j'ai quand même une idée sur les visées du gouvernement. Dans le secteur agricole, nous prenons ça de manière générique. Dans le secteur agricole, nous avons la production végétale, nous avons la production animale, nous avons la production halieutique. Dans la production végétale, nous avons de produits alimentaires et de produits non alimentaires. C'est-à-dire qu'on peut produire, par exemple, du coton. Le coton va nous permettre de produire le fibre. Le fibre va nous aider à produire les tissus. Les tissus vont nous aider à confectionner les habits. C'est-à-dire qu'il y a une longue chaîne, il y a une chaîne de valeur qui se crée. C'est-à-dire que nous devons arriver à comprendre comment produire le coton, quand, quelle quantité, pour quelle finalité. Au-delà de ça, il y a d'autres produits dérivés. Par exemple, le grain de coton peut nous servir aussi à produire de l'huile. Okay. Voyez-vous? C'est-à-dire que si nous devons arriver à systématiser la production de coton, on aura les tissus, on aura les fibres, on aura les habits à confectionner, et puis on aura l'huile. C'est-à-dire que là, ça constitue la chaîne des valeurs qui va nous aider à créer. Et à chaque niveau, il y a une création d'emplois. Déjà, pour la production, par hectare, on peut engager 4 personnes. Alors, ça, c'est quelque chose que l'on ne consomme pas. On peut aussi produire, par exemple, le maïs. Le maïs, ça nous permet de produire la farine. Et c'est la farine qui amène à avoir le foufou. Exact. Bien que le foufou, c'est un produit fini en tant que condiment, mais il y a possibilité de produire d'autres choses. En dehors du foufou, on peut produire les biscuits à partir de maïs. On peut produire de l'huile. Voyez-vous, c'est-à-dire que ça crée aussi une chaîne de valeur. Vous prenez par exemple le manioc. On peut produire le foufou. Et surtout que c'est consommé. Hein. Effectivement, on peut produire de foufou. On peut produire de l'amidon. Voyez-vous? C'est-à-dire qu'il y a possibilité, on peut produire de l'éthanol, il y a possibilité de produire autant. Alors, dans la systématisation, on prend tout ce qu'il y a comme spéculation et on crée le comment cela doit fonctionner. Vous prenez la production halieutique. Nous pouvons produire du poisson. Le poisson, comme vous le savez, c'est ce que nous consommons plus. Le poisson peut aussi constituer aliment pour d'autres bétails. Si nous voulons insister là-dessus, on peut le conserver, on peut produire le poisson salé, on peut produire le poisson fumé. Bref, il y a possibilité de produire. Mais attention, il y a d'autres produits du poisson qui peuvent être utilisés dans l'industrie pour produire d'autres objets d'art et ainsi de suite. Nous allons dans la production de crocodiles nains. Ça, nous sommes dans l'élevage, par exemple. On peut produire la viande, on peut produire du cuir. Nous prenons le ovin, le caprin, tout ce qu'il y a comme les animaux que nous pouvons élever. Par exemple, si nous allons produire la vache, on peut produire le lait, on peut produire le fromage, on peut produire la viande, on peut produire avec la peau le cuir pour fabriquer cette fois-là les chaussures et ainsi de suite. C'est-à-dire que tout ça,
cela doit se faire de manière systématique. C'est-à-dire que nous devons savoir que dans tel coin, on doit produire tel élément, il faut que cela ait tel niveau de transformation pour augmenter la valeur ajoutée. Alors, comme nous avons plus de 120, près de 100 millions d'habitants ici à Kinshasa, le marché est large. Au-delà de ça, nous avons 9 pays voisins. Et nous avons un avantage comparatif que les autres pays n'ont pas. C'est-à-dire qu'il y a possibilité de créer cela. Mais cela ne doit pas se faire de manière éparse. Parce qu'aujourd'hui, tel que nous parlons là, les Congolais produisent. Oui. Mais on ne sait même pas mesurer la quantité. Mais justement, les principales contraintes du secteur d'appui à la production nationale. Exactement. Cela relance les débats effectivement sur le secteur d'appui à la production. Parce que ceux qui produisent doivent être accompagnés par ces secteurs-là. C'est-à-dire qu'on doit arriver à créer le voie d'évacuation pour que nous arrivions effectivement à cheminer le bien produit vers les centres de consommation, les centres de transformation. C'est-à-dire que nous devons avoir une politique cohérente sur le voie des dessertes agricoles, de manière générale, et nous avons toute une direction, tout un service qui a été créé. La DVDA, la direction de voie, la direction nationale, cette direction de voie des dessertes agricoles, voilà, la DVDA. C'est-à-dire que dans le voie des dessertes agricoles, nous avons le route, nous avons les rivières. Ce sont deux voies des dessertes agricoles. Nous avons toute une direction. Cette direction doit avoir le moyen de sa politique. C'est-à-dire qu'arriver à créer les conditions pour désenclaver les zones d'exploitation. On ne doit pas prendre des décisions au niveau du gouvernement central. Parce que toutes les provinces n'ont pas la même réalité. Et surtout que nous sommes dans la décentralisation. Nous devons arriver à réfléchir sur comment créer des routes à vil prix. Aujourd'hui, usuellement, on nous dit 1 kilomètre équivaudrait à $1 million. Mais il y a d'autres technologies que nous pouvons utiliser. Par exemple, vous avez des bouteilles d'eau en plastique. Après avoir consommé de l'eau, on a le plastique que l'on doit transformer et en faire des pavés. Oui. C'est-à-dire qu'on peut créer des conditions de création de routes. Nous devons envisager aussi la création de sources d'énergie. Nous avons, à partir de l'hydrographie, nous pouvons avoir l'électricité, c'est que nous utilisons ici. Nous avons le photovoltaïque avec le panneau solaire, nous avons l'éolien, nous avons tout ce qui est fossile avec le carburant. Nous devons créer des conditions pour que nous arrivions effectivement à avoir l'énergie. C'est grâce à l'énergie que nous arriverons effectivement à industrialiser la zone. Et donc tout ça doit se faire de manière systématique. On doit reconfigurer les gouvernements en termes de ministères. On doit redynamiser les structures qui existent. On doit reconfigurer? On doit reconfigurer le gouvernement par rapport à cet objectif. Et puis, on doit redynamiser les structures existantes telles que l'OVD, l'Office de route, la DVDA. Et vous avez des départements au niveau du ministère du Développement rural. On doit insister sur la caisse des péréquations, qui est un mécanisme financier qui nous permettra à coup sûr à redynamiser les entités territoriales décentralisées. Et cela doit se faire en osmose avec toutes ces entités-là. C'est-à-dire qu'on doit comprendre que l'article 202, 203, 204 nous donne la ligne à suivre. Le gouvernement ne peut pas imaginer créer, redynamiser l'agriculture. Parce que le gouvernement a pour mission de planifier. Mais la programmation s'est faite au niveau de provinces et des entités territoriales décentralisées. C'est-à-dire que si moi, j'étais ministre en charge de ces secteurs-là, j'allais convoquer tous les ministres provinciaux ensemble avec moi pour concevoir cette fois-là la politique agricole. C'est un secteur productif, mais dont les ramifications, c'est récentes, au niveau du secteur d'appui à la production, et naturellement, on aura à résolver le problème social. Parce que là où il y a l'agriculture, c'est fait dans le milieu rural. Et l'essentiel des habitants des milieux ruraux vivent grâce à l'agriculture et vivent dans le milieu des entités territoriales décentralisées. Mais vous ne m'aviez pas dit le rôle que doit jouer la jeunesse, effectivement. La jeunesse constitue l'essentiel de la main-d'œuvre. Et la jeunesse constitue l'essentiel de la demande. C'est-à-dire que tout ce qui se fera doit se faire avec et pour la jeunesse.
Parce que sans la jeunesse, je ne vois pas comment on va arriver à résoudre le problème. Et vous prenez par exemple dans le milieu rural, l'essentiel d'habitants qui sont à même de travailler sont des jeunes. On doit arriver à rehausser leur niveau de production par la formation. On doit les accompagner sur le plan technique et même sur le plan financier. On doit créer les conditions pour que ces jeunes arrivent à créer des unités de production autonomes à celles de leur famille. C'est-à-dire que nous devons créer des incubateurs. Les incubateurs, c'est comme ça s'est fait en biologie, c'est-à-dire qu'on prend des tissus, on prend des microbes, on le met là justement pour se développer. Dès qu'il se développe, on peut le laisser évoluer facilement. C'est-à-dire que nous pouvons créer des conditions pour que les jeunes qui vivent déjà dans ces milieux-là arrivent à développer les réflexes, arriver à développer leur esprit entrepreneurial et adapter leur production par rapport aux exigences technologiques actuelles. Pensez au secteur agricole, très bien. Alors, que devrait faire le nouveau gouvernement justement pour capter et orienter les capitaux étrangers? Vous l'aviez dit, c'est vrai au départ, mais j'aimerais à ce que vous puissiez quand même rappeler à tous nos téléspectateurs qui viennent de nous trouver en cours. Bon, je vous parle par exemple des secteurs que je connais. Parce qu'on parle souvent des défis, de consommation, effectivement. Le fait seulement que nous sommes dans ce qu'on appelle le cercle vicieux de la pauvreté. On n'a pas le pouvoir d'achat pour arriver à booster l'économie. On n'épargne pas du fait qu'il n'y a pas un revenu conséquent. Et naturellement, lorsqu'il n'y a pas épargne, il n'y a pas capacité d'investissement. C'est-à-dire que nous devons arriver à envisager comment faire la captation de fonds extérieurs. Par exemple, dans le secteur qui est le mien, si on veut attirer les investisseurs dans le secteur agricole, il suffit seulement d'avoir de bons projets, de projets bancables, et puis deuxièmement, changer certaines pratiques dans l'administration publique. Je vous donne juste un cas. Nous avons une organisation internationale, OIE, qui est peu connue par les politiciens. L'Organisation internationale des épizooties. Les épizooties, c'est quoi? Ce sont des maladies qui tuent nos bêtes. Okay. Voyez-vous? Peut-être que les gens ne le savent pas. Moi, j'ai mené des études avec FAO. J'ai une idée sur la situation dans notre pays. Il y a des maladies saisonnières qui tuent notre production. Okay. Et généralement, par exemple, le peste petit ruminant, ça arrive souvent entre le mois d'août et le mois de novembre. Or, l'essentiel de la population vivant dans le milieu rural protège leur pouvoir d'achat par rapport à leurs élevages. Voyez-vous? Si ces animaux-là meurent, naturellement, ils deviennent de plus en plus pauvres. Alors, qu'est-ce que nous devons faire à ce niveau? On doit arriver à créer un schéma de vaccination nationale. Pour les animaux? Pour les animaux. On doit arriver à vacciner parce que s'ils ne meurent pas, on va accroître la productivité. Voyez-vous? Alors, comment arriver à financer cette organisation OIE, Organisation internationale des épizooties, a de fonds disponibles pour nous permettre d'arriver à résoudre ces problèmes-là. Si nous concevons de projets de vaccination, on peut facilement trouver des financements. Voyez-vous? On finance d'abord le projet de vaccination, mais ça aura des effets d'induction du fait qu'on va réduire le taux de mortalité et ça va forcément augmenter le taux de productivité. Cela va résoudre beaucoup de problèmes. Deuxièmement, on a d'autres organisations qui financent aussi certains projets. Par exemple, si nous voulons diversifier notre économie dans le secteur agricole, on conçoit des projets, par exemple, de la production de biens qui sont désirés au niveau international. On peut avoir de moyens à partir de ceux qui sont demandeurs parce que nous avons un fort potentiel agricole. Mais nous devons arriver effectivement à produire. Plus nous produisons, plus les gens vont venir et plus nous allons produire. Un autre élément essentiel, et je crois que c'est l'élément le plus important, comment capter de fonds détenus par la diaspora congolaise. Très bien. Parce que la diaspora congolaise a plusieurs motivations. La diaspora congolaise vise non seulement à se faire de lucre, mais en même temps à résoudre le problème de notre société. Ils ont la capacité de capter des fonds
mais ils n'ont pas la capacité de systématiser la captation de fonds. En quoi faisant? En créant une banque de la diaspora. Ici? Ici. Une banque de la diaspora. Prenez, si l'Union, comment on appelle, Western Union, MoneyGram et tout ça arrive à jouer sur 10 milliards l'an de fonds qui sont transférés par des Congolais vivant à l'étranger, si on gardait le même montant et qu'il y avait un système installé par le Congolais, une banque de la diaspora congolaise, cette banque va gérer 10 milliards l'an juste pour le transfert. Et s'ils ont droit à 5%, ça vous fait pratiquement dans les 500 millions de dollars l'an en termes de bénéfices ou en termes de marge bénéficiaire. Et cela va faire en sorte qu'il y a de fonds qui seront mis en commun et puis deuxièmement, la banque va commencer à investir. En investissant, des la fonds banque... qui seront mis en commun venus des Congolais vivant à l'étranger. Alors, ceux qui sont actionnaires de la banque seront aussi porteurs de projets on doit leur faciliter à créer des emplois. En quoi faisant? L'exonération, l'exemption et d'autres facilités. Oui, c'est-à-dire, pourquoi doit-on considérer le Congolais vivant à l'étranger comme des étrangers? Nous donnons plus de la valeur aux étrangers qui vivent ici au lieu d'accorder plus d'avantages aux Congolais vivant ailleurs. Parce que s'ils viennent investir, ils viendront investir dans leur village. Alors, comme ils vont investir dans leur village, la physiologie du village va changer, ils vont créer des emplois, ils vont créer des conditions pour leur vie, et naturellement, ça aura des implications. Oui, mais parce qu'on est en train de chercher des investisseurs, ça quand même, c'est bon. Non, mais alors, il faut aussi créer des investisseurs. Il ne faut pas seulement chercher, il faut créer des investisseurs. À l'interne tout comme à l'externe. Exact. Alors, pour une première fois, dit-on que la RDC vient de conclure la 6e revue du Fonds monétaire avec un satisfait. Sommes-nous dans le bon droit de nous réjouir? Ou comment expliquer cette prouesse? En quelques mots, soyez bref. Nous n'avons pas le même paramètre d'appréciation. Généralement, les institutions de Bretton Woods considèrent les agrégats macroéconomiques qui semblent aussi être tronqués parce qu'ils ne savent pas jauger la réalité réelle de notre pays. Parce que quand on vous dit nous avons atteint un PIB de 60 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Congo a créé 60 milliards de richesses. Mais est-ce que ces richesses sont détenues par le Congolais ou par les expatriés? Parce que quand vous prenez, les expatriés tiennent pratiquement l'essentiel. Mais après l'exploitation, qu'est-ce qu'ils font? Ils transfèrent leur argent dans des banques étrangères. Parce qu'ils doivent d'abord payer le prix du capital. Les dividendes sont divisés par rapport aux investisseurs. Et naturellement, ce qui reste, c'est ce qui nous appartient. Nous sommes en train d'assister là à une croissance économique appauvrissante. Oui, mais comment faire? Comment devons-nous faire pour en sortir? Il n'y a pas d'autre issue. Prétendre vivre dans l'autarcie. Il n'y a pas d'autre issue que de provoquer une croissance économique individuelle. Provoquer? Il faut provoquer une croissance économique. De quelle manière? En incitant les gens à produire et à s'organiser. On doit réduire les niveaux de l'informel en mettant en place des systèmes, des mécanismes d'incitation pour que les gens arrivent à formaliser et aussi essayer d'accompagner les gens qui ont tendance à créer des entreprises pour que nous arrivions effectivement à nationaliser notre économie. On doit quitter cette économie des expatriés. Nous devons faire de Congolais des riches. Très bien. Alors, Monsieur Alain Bolodja, on vous connaît très critique, il faut quand même le dire, quand vos regards se tournent vers la gestion du pays. Quel est votre regard, justement, et votre discours face aux récents scandales financiers et surtout aux contrats léoniens qui ont récemment fait la une de nos journaux? Bon, ce n'est que la conséquence de l'état d'esprit de celui qui nomme et de celui qui révoque. C'est-à-dire que ça a été conçu justement pour que l'argent soit détourné. Vous parlez en termes de scandale, mais il n'y a eu que scandale et scandale. Il y a beaucoup de dossiers. Je vous prends par exemple l'exemple aujourd'hui, on n'a pas des plaques, on n'a pas des cartes roses. Voyez-vous? Et pourquoi? Parce que justement, il y a un ministre qui s'est décidé de bloquer un contrat qui a été signé en bonne et due forme avec, je crois, Ish Congo, justement parce qu'il avait l'intention de tirer les dividendes de son côté.
Voyez-vous, il y a autant d'argent qui sont détournés. Je vous prends l'exemple de la centrale électrique à base de gaz à Mwanda. 192 millions de dollars. Et pourtant, si on avait créé les conditions de la production d'électricité, toutes choses restant inchangées, Mwanda allait avoir l'électricité. Et n'oubliez pas que Mwanda est attractif en tant qu'entité. Attractive en tant qu'entité parce que c'est une zone touristique. Et il y a beaucoup d'effets d'induction du fait que Perenco est installé là-bas. Mais nous n'arrivons pas à optimiser justement parce qu'il y a un problème d'électricité. On a prévu, avec un financement de près de 180 millions de dollars de Perenco, mais le projet n'a pas vu le jour. Et donc, naturellement, ça bloque le développement. Merci beaucoup, M. Alain Bolodja. Merci d'avoir répondu à notre invitation et surtout à toutes les questions que nous vous avons posées. Merci également à tous nos chers téléspectateurs de BMT Télévision. Si vous voulez ne pas manquer toutes les émissions de notre chaîne, vous n'avez qu'à vous abonner. BMT Télévision, nous serons là justement pour vous informer, à inviter de personnes de qualité, justement, qui répondra à toutes vos questions. N'oubliez pas de nous appeler également et écrivez-nous. Dites-nous quelles sont vos préoccupations. Nous allons répondre à toutes vos questions. On se retrouve prochainement. Au revoir.